Le millionnaire a touché sa femme sans savoir qu'elle était vierge. À ce moment-là, quelque chose en elle l'a fait s'arrêter et frissonner dans le dos. Elle a avoué les larmes aux yeux, c'était la première fois. Il est tombé à genoux, et ce qu'il a fait ensuite a choqué toute la famille. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, on continue. Les derniers accords de la valse résonnaient encore dans l'air, tandis que François Moreau guidait. Son épouse, Hélène Beaumont-Moreau, à travers la salle de réception de l'exclusif resort en bord de mer à Cannes. Le ciel étoilé de la côte méditerranéenne se mariait parfaitement avec les lumières décoratives suspendues stratégiquement entre les palmiers, créant un décor qui semblait tout droit sorti d'un film. C'était, sans aucun doute, le mariage le plus commenté de l'année parmi l'élite parisienne. François, à 34 ans, avait bâti un empire dans le domaine des énergies renouvelables, transformant une petite start-up en l'une des entreprises les plus prometteuses de France. Avec son charme naturel et son intelligence aiguisée, il avait conquis non seulement le marché financier, mais aussi le cœur de la réservée professeure d'histoire de l'art, Hélène, fille de l'une des familles les plus traditionnelles de Versailles. « Tu vas bien ?» demanda François, remarquant la tension dans les yeux bruns d'Hélène, alors que les invités continuaient à célébrer autour d'eux. « Oui, juste fatiguée, » répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ce fut beaucoup d'émotions pour une seule journée. François embrassa doucement le front de son épouse, admirant à quel point elle était resplendissante dans sa robe en dentelle française, un héritage familial qui avait été soigneusement restauré pour le grand jour. Les cheveux noirs d'Hélène étaient ornés de petites fleurs blanches qui s'accordaient parfaitement avec le bouquet qu'elle avait porté pendant la cérémonie. « Plus que quelques heures, et nous pourrons enfin être seuls, » murmura-t-il, caressant légèrement son bras, un geste simple qui, à sa surprise, fit frissonner Hélène presque imperceptiblement. Madame Élisabeth, la grand-mère d'Hélène et matriarche de la famille Beaumont, observait le couple de loin avec ses yeux, perspicaces qui, même à 83 ans, ne laissaient échapper aucun détail. À ses côtés, Thérèse, la mère d'Hélène, semblait tout aussi attentive. « Elle paraît nerveuse », commenta Madame Élisabeth, ajustant le châle de soie sur ses épaules. « Plus que ce qui serait normal pour une mariée. »« Maman, ne commence !» Pas, avertit Thérèse, bien que ses propres yeux révélaient de l'inquiétude. Hélène a été élevée comme toutes les femmes de notre famille. Elle sait ce que signifie le mariage. « Oui, mais les temps ont changé, » répondit la vieille. Dame avec un soupir. Et ce jeune homme, aussi brillant soit-il, vient d'un monde très différent du nôtre. De l'autre côté de la salle, Marc, le meilleur ami de François depuis leurs années d'école d'ingénieur, s'approcha avec 2 coupes de champagne. « Pour l'homme le plus chanceux de France », trinqua-t-il, lui tendant l'une des coupes. « Bien que je n'arrive toujours pas à croire que tu aies finalement cédé à l'hôtel. » François sourit, mais ses yeux ne quittaient pas Hélène, qui parlait maintenant avec quelques cousines. « Certaines personnes valent la peine qu'on change, » répondit-il avec sincérité. Marc suivit le regard de son ami et lui donna une petite tape sur l'épaule. « Hélène est vraiment spéciale, si différente des femmes avec qui tu sortais habituellement, » commenta-t-il avant d'ajouter à voix basse, « J'espère seulement que tu sais dans quoi tu t'embarques. La famille Beaumont s'est pratiquement arrêtée dans le temps. Cette grand-mère semble tout droit sortie du 19e siècle. » « C'est justement ce qui me charme chez elle, » confessa François. « Cette combinaison d'intelligence moderne et de valeurs qui semble s'être perdue de nos jours. » La fête continuait joyeusement, tandis que l'orchestre commençait à jouer des rythmes plus contemporains, encourageant les invités plus jeunes à occuper la piste de danse. François remarqua qu'Hélène avait disparu de son champ de vision et ressentit une pointe d'inquiétude. Il la trouva finalement sur la terrasse donnant sur la mer, apparemment absorbée dans la contemplation des vagues qui se brisaient sur la plage privée du resort. « Tu fuis ta propre fête ?» demanda-t-il doucement, s'approchant par derrière et enlaçant sa taille. Hélène ne répondit pas immédiatement. Quand elle se retourna enfin, François remarqua que ses yeux étaient humides. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il alarmé. « Il s'est passé quelque chose. »« Ce n'est rien, » répondit-elle, essuyant discrètement une larme. « Je suis juste ému. » François n'était pas convaincu. Il connaissait Hélène depuis 2 ans, et bien qu'elle fût naturellement réservée, il ne l'avait jamais vue aussi
agité. « Hélène, nous sommes mari et femme maintenant. Il n'y a plus rien que tu doives me cacher. » Son expression changea légèrement, comme si ses paroles avaient touché quelque chose de profond. « Parfois, je me demande si tu me connais. »« Vraiment, François, dit-elle. » Finalement, sa voix se perdant presque dans le bruit des vagues. Avant qu'il ne puisse répondre, ils furent interrompus par Delphine, la seule amie d'Hélène depuis l'époque universitaire qui n'appartenait pas au même cercle social traditionnel. « Désolé d'interrompre le moment romantique, » dit Delphine avec son style décontracté caractéristique, « mais ta mère te cherche, Hélène. Quelque chose à propos d'une tradition familiale qui doit être respectée avant la fin de la fête. » Hélène soupira profondément. « J'arrive, répondit-elle avant de se tourner vers François. Donne-moi quelques minutes, s'il te plaît. » Tandis qu'Hélène s'éloignait avec Delphine, François resta sur la terrasse, contemplant la mer et essayant de déchiffrer le comportement de son épouse. Son téléphone vibra dans la poche de son costume. C'était un message de sa mère, Madame Solange, qui s'était retirée plus tôt à cause d'une migraine. « Mon fils, sois patient aujourd'hui. Le véritable amour se construit dans le respect. Je t'aime. » François sourit, intrigué par ce message énigmatique. Sa mère, une femme simple qui l'avait élevé seule après le décès prématuré de son père, semblait toujours avoir une sagesse qui transcendait son éducation formelle, limitée. De retour dans la salle, François observa Hélène dans un coin discret avec sa mère et sa grand-mère. Le trio conversait intensément, et il remarqua que la posture de son épouse semblait de plus en plus tendue. Quand elles se séparèrent enfin, Hélène semblait encore plus pâle. « Tout va bien ?» demanda-t-il lorsqu'elle revint à ses côtés. « Oui » répondit Hélène automatiquement, mais son sourire n'était pas convaincant. Juste des traditions de famille, rien d'important. La nuit avançait et les invités commençaient à prendre congé. Le plan était que le couple passe leur nuit de noces dans la suite présidentielle du resort, avant de partir le lendemain matin pour leur lune de miel en Provence. Tandis qu'ils montaient dans l'ascenseur privé, François remarqua que les mains d'Hélène tremblèrent légèrement. « Hélène, tu me fais vraiment m'inquiéter, confessa-t-il, tenant ses mains entre les siennes. « Si tu ne veux pas... » « Ce n'est pas ça, l'interrompit-elle rapidement. « C'est juste qu'il y a quelque chose dont nous devons parler avant de... » L'ascenseur arriva au dernier étage, interrompant ce qu'Hélène était sur le point de dire. Un employé les attendait pour les conduire à la suite, toutes décorées de pétales de rose et de bougies parfumées. Une bouteille de champagne reposait dans un seau en argent à côté du lit king size. Quand ils furent enfin seuls, François s'approcha lentement d'Hélène, qui restait immobile près de la porte, comme si elle hésitait à entrer complètement dans la chambre. Il toucha doucement son visage, faisant glisser ses doigts sur sa peau délicate dans un geste qui se voulait rassurant. La réaction d'Hélène fut inattendue. Elle ferma les yeux, et une larme silencieuse coula sur son visage. « Hélène, que se passe-t-il » demanda François, maintenant vraiment alarmé. « Je dois te dire quelque chose » répondit-elle, ouvrant les yeux et le regardant avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Quelque chose à propos de moi qui pourrait changer la façon dont tu me vois. » François sentit un nœud se former dans sa gorge. Les paroles d'Hélène flottaient dans l'air comme un nuage dense, portant un poids qu'il ne pouvait pas comprendre. Prudemment, il la conduisit vers le petit canapé près de la fenêtre, qui offrait une vue panoramique sur l'océan nocturne. « Quoi que ce soit, Hélène, tu peux me le dire, » dit-il, essayant de garder une voix calme malgré l'appréhension grandissante. « Rien ne changera ce que je ressens pour toi. » Hélène respira profondément, ses doigts entrelacés sur ses genoux comme si elle cherchait des forces. Elle regarda l'alliance dorée qui ornait maintenant sa main gauche et commença à parler d'une voix tremblante. « Je viens d'une famille où les traditions ne sont pas seulement respectées, mais vénérées comme quelque chose de sacré, » commença-t-elle. « Ma grand-mère Élisabeth, comme tu le sais, a pratiquement élevé ma mère et moi dans les mêmes moules qu'elle a été élevée à Versailles, quand la ville était encore le refuge de la famille royale. » François acquiesça, se souvenant des histoires qu'Hélène avait racontées sur la demeure centenaire où elle avait grandi, avec ses meubles anciens et les portraits d'ancêtres au mur. « Depuis toute petite, j'ai appris qu'une femme de la famille Beaumont porte avec elle non seulement un nom, mais un héritage de valeurs, » continua-t-elle. « Et la plus importante de ces valeurs, sa voix faiblit,
et François attendit patiemment qu'elle rassemble le courage pour continuer. La plus importante de ces valeurs est la pureté jusqu'au mariage, conclut-elle finalement, les mots sortant presque dans un murmure. François, je n'ai jamais, tu es vierge, compléta-t-il, la compréhension éclaircissant finalement son esprit comme un éclair. Hélène confirma d'un mouvement presque imperceptible de la tête, ses yeux fixés sur le tapis perçant qui couvrait une partie du sol en marbre de la suite. « Je sais que cela peut paraître ridicule de nos jours, continua-t-elle rapidement. Tu te demandes probablement comment une femme de 29 ans, professeure d'université, peut... Je ne pense rien de tout cela, interrompit François doucement, prenant ses mains entre les siennes. Je suis juste surpris que tu n'en aies jamais parlé avant. Un petit sourire triste apparut sur les lèvres d'Hélène. Comment mentionner quelque chose comme ça au XXIe siècle, François? Au fait, je suis vierge à 29 ans. Elle laissa échapper un rire nerveux. J'ai essayé plusieurs fois pendant nos fiançailles, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Et puis ma mère et ma grand-mère ont insisté sur le fait qu'il valait mieux attendre jusqu'à aujourd'hui, suivant la tradition. François pensa à toutes les fois où Hélène avait gentiment interrompu leurs moments les plus intimes pendant leurs fiançailles, toujours avec des excuses qui prenaient maintenant tout leur sens. Elle était fatiguée, elle avait la migraine, elle devait se lever tôt le lendemain. Il avait toujours respecté ses limites, attribuant son hésitation à une nature plus réservée ou peut-être à une expérience négative dans le passé qu'elle ne se sentait pas encore à l'aise de partager. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Parce que je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous, répondit Hélène, levant enfin les yeux pour le regarder, et parce que j'ai peur. Peur de quoi? De ne pas être suffisante, de ne pas savoir comment. Elle laissa la phrase en suspens, le rouge colorant ses joues d'un rose intense. François sentit une vague de tendresse l'envahir. Cette femme brillante et forte, qui dirigeait des amphithéâtres remplis d'étudiants avec assurance, qui débattait d'art de la Renaissance avec les plus grands spécialistes du pays, se tenait devant lui, vulnérable comme il ne l'avait jamais vu auparavant. « Hélène, dit-il, tenant son visage avec délicatesse, il n'y a pas de manuel pour l'amour. Il ne s'agit pas de savoir ou de ne pas savoir. Il s'agit de sentir, de découvrir ensemble. » Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais elles semblaient maintenant différentes, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. « J'ai une autre confession, dit-elle. Je n'ai jamais été très religieuse comme ma famille. Je n'ai pas gardé cela par conviction spirituelle, mais parce que... Parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un pour qui cela valait la peine de renoncer à cette partie de moi, confessa-t-elle. Jusqu'à toi. Ces paroles touchèrent François profondément. Dans ses relations précédentes, c'était toujours le sexe qui venait d'abord, facile et sans complications, pour seulement après, peut-être, qu'une connexion plus profonde émerge. Avec Hélène, tout avait été différent dès le début. Ils s'étaient rencontrés lors d'une exposition d'art contemporain dont il était l'un des sponsors. Elle, conservatrice invitée, l'avait impressionné par son intelligence aiguë et sa vision unique des œuvres exposées. Ils avaient passé des heures à discuter ce soir-là, et il avait été surpris de constater que, pour la première fois, il était complètement fasciné par une femme sans que le désir physique soit l'élément principal. « Tu te souviens? Qu'à de notre première soirée ensemble ?» demanda-t-il, un sourire nostalgique aux lèvres. Hélène sourit aussi, se souvenant. « Dans ton appartement à Saint-Germain-des-Prés, tu as cuisiné pour moi. Risotto aux crevettes, confirma-t-il. Et tu m'as raconté l'histoire de chaque tableau de ta collection. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, compléta-t-elle. C'était la première fois que je sentais que quelqu'un m'écoutait vraiment. » François s'approcha et l'embrassa doucement sur les lèvres. « Cette nuit-là, j'ai su que tu étais différente de toutes les autres femmes que j'avais rencontrées. Et cela n'avait rien à voir avec le physique, Hélène. C'était quelque chose de plus profond, de plus vrai. » Les heures suivantes furent faites de découvertes et de confidences. Assis sur la terrasse de la suite, avec vue sur la mer de Cannes maintenant éclairée par les premiers rayons du soleil, François raconta à Hélène ses propres insécurités. Il parla de comment il avait grandi en voyant sa mère travailler sans relâche comme infirmière pour subvenir à ses besoins après le départ prématuré de son père. Comment il s'était promis de construire un empire pour ne plus jamais voir d'inquiétude dans ses yeux. Et comment, malgré tout son succès financier, il se sentait parfois encore comme un imposteur dans les cercles sociaux
qu'il fréquentait désormais. « J'ai toujours eu peur qu'un jour, tu réalises que je n'appartiens pas à ton monde », confessa-t-il. Hélène sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Quel monde serait-ce, François? Celui des apparences, des traditions vides ?» Elle secoua la tête. « Je me suis toujours sentie étrangère dans ma propre famille. J'aime ma mère et ma grand-mère, mais je n'ai jamais vraiment partagé leurs valeurs plus conservatrices. J'ai étudié l'histoire de l'art pour comprendre comment les sociétés évoluent à travers leur expression artistique, pas pour rester accrochées au passé. Le soleil était déjà haut quand ils s'endormirent finalement, habillés enlacés sur le lit encore intact. Il n'y avait pas d'urgence. Ils avaient tout le temps du monde pour découvrir ensemble les nombreuses couches de l'amour. Ils furent réveillés quelques heures plus tard par un coup discret à la porte. C'était le service de chambre apportant le déjeuner que François avait commandé la veille, avant même qu'ils ne sachent que ce matin serait si différent de ce qu'ils avaient imaginé. Pendant qu'ils mangeaient des fruits tropicaux et buvaient du café frais sur la terrasse, François remarqua qu'Hélène semblait différente. Il y avait une légèreté dans son sourire, un éclat renouvelé dans ses yeux. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « À quel point j'avais tort » répondit-elle. « J'ai passé toute la nuit à craindre ta réaction, imaginant que tu serais déçu, peut-être même que tu regretterais de m'avoir épousé. » François secoua la tête, incrédule. « Comment pourrais-je regretter d'avoir épousé la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée ?»« Delphine m'a dit que j'étais irrationnelle, » confessa Hélène. « Elle me connaît mieux que quiconque. C'est la seule personne à qui j'ai parlé de mon inexpérience. »« Delphine semble être une excellente amie, » commenta François. « Bien qu'elle n'approuve clairement pas beaucoup le style de vie de ta famille. » Hélène rit. « Delphine est comme un ouragan qui est entré dans ma vie à l'université et n'en est jamais ressorti. Elle vient d'une réalité complètement différente de la mienne, a grandi dans la banlieue de Lyon, a tout conquis avec beaucoup d'efforts. Pour elle, des traditions comme celles de ma famille sont des chaînes qui empêchent les femmes de vivre pleinement. » « Et tu es d'accord avec elle ?» Hélène réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense que chaque personne doit trouver son propre chemin. Je ne regrette pas les choix que j'ai faits, même quand ils ont été influencés par mon éducation. Mais maintenant je comprends que je peux honorer mes racines sans en être prisonnière. » Le téléphone d'Hélène sonna, interrompant la conversation. C'était sa mère, Thérèse, visiblement anxieuse de savoir comment s'était passée la nuit. Hélène parla brièvement, la rassurant avec des réponses vagues qui semblèrent la satisfaire. « Ma mère, » expliqua-t-elle après avoir raccroché, inquiète comme toujours. « Elle sait ? À propos de ma virginité, bien sûr, c'est elle qui a insisté pour que je maintienne la tradition familiale. » Hélène fit des guillemets en l'air en prononçant ces derniers mots. « En fait, c'est elle qui m'a fait promettre, quand j'avais à peine 15 ans, que j'attendrais jusqu'au mariage. » François essaya d'imaginer ce que cela aurait été de grandir dans un environnement aussi rigide. Sa propre éducation avait été beaucoup plus libérale, sa mère se concentrant principalement sur l'inculcation de valeurs telles que l'honnêteté et le travail acharné, sans beaucoup de règles sur le comportement personnel. « Et maintenant ?» demanda-t-il, tenant la main d'Hélène sur la table. « Qu'est-ce qui se passe avec nous ?» Hélène sourit, se penchant pour l'embrasser doucement. « Maintenant, nous commençons notre vie ensemble, sans hâte et sans pression. Nous avons tout, le temps du monde. » La lune de miel en Provence fut comme un rêve pour François et Hélène. Loin des pressions familiales et des attentes sociales, ils trouvèrent leur propre rythme pour leurs relations. Les anciens villages provençaux, les vignobles qui s'étendaient jusqu'à l'horizon et les œuvres d'art de la Renaissance qui fascinaient tant Hélène créèrent le cadre parfait pour que le couple approfondisse leur connexion à tous les niveaux. Ce ne fut que 3 semaines plus tard, lorsqu'ils retournèrent en France, que la réalité commença à s'imposer à nouveau. L'appartement en duplex que François avait acheté à Neuilly-sur-Seine, avec vue sur la Seine, avait été décoré par un célèbre designer d'intérieur suivant les directives d'Hélène, qui avait mélangé des pièces contemporaines avec quelques meubles anciens hérités de sa famille. Le résultat était un environnement qui reflétait parfaitement l'union de ces deux mondes, apparemment distincts. La première nuit dans leur nouveau foyer, en défaisant les valises, Hélène trouva une petite boîte en velours que sa grand-mère avait discrètement placée parmi ses affaires. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda François, remarquant l'expression intriguée sur le visage de son épouse. Hélène ouvrit la boîte avec précaution,
révélant une délicate broche en or avec un saphir au centre, entourée de petits diamants. « C'est la broche de l'arrière-grand-mère Antoinette », expliqua-t-elle avec un soupir. Selon la légende familiale, c'était un cadeau de Napoléon III à mon arrière-arrière-grand-mère, qui était apparemment l'une de ses protégées. Chaque mariée de la famille la porte lors de la première réception qu'elle offre dans sa nouvelle maison. François s'approcha, examinant le bijou avec admiration. « C'est une pièce extraordinaire, commenta-t-il. Mais pourquoi sembles-tu si gênée ?» Hélène ferma la boîte d'un mouvement brusque. « Parce qu'avec chaque objet que ma famille me transmet, vient un fardeau d'attente, » répondit-elle. « Cette broche signifie que je dois organiser un dîner formel pour présenter notre foyer. » À la société, suivant un rituel qui remonte au XIXe siècle, François s'assit au bord du lit, observant attentivement Hélène. « Et tu ne veux pas faire ça ? Ce n'est pas que je ne veux pas. » Elle hésita, cherchant les mots justes. « C'est que j'ai l'impression que nous sommes constamment poussés vers des traditions qui, à bien des égards, n'ont plus de sens dans le monde où nous vivons. » Le téléphone de François sonna, interrompant la conversation. C'était Marc, les invitant à dîner le lendemain chez Christine, une amie commune qui célébrait son anniversaire. « Ce serait bon pour nous, » commenta François après avoir raccroché, « recommencer à socialiser avec des amis, quelque chose de décontracté. » Hélène accepta promptement, semblant soulagée par la possibilité de reporter les obligations sociales familiales. Le soir suivant, pendant qu'ils se préparaient pour le dîner, François remarqua qu'Hélène semblait particulièrement attentive à son apparence, choisissant une robe discrète mais élégante et un maquillage léger qui mettait en valeur sa beauté naturelle. « Tu es magnifique », commenta-t-il, l'embrassant par derrière tandis qu'elle appliquait un peu de parfum. « Merci », répondit Hélène avec un sourire, mais ses yeux révélaient une certaine appréhension. « C'est que, eh bien, Christine est l'une de tes ex-petites amies, n'est-ce pas ?» François faillit s'étouffer avec sa propre salive, surpris par la question directe. « Nous sommes sortis ensemble quelquefois il y a de nombreuses années, avant même que je ne crée mon entreprise, » confirma-t-il. « Comment le sais-tu ?»« Delphine a mentionné quelque chose en passant, » répondit Hélène, évitant son regard dans le miroir. « Elle a des amis communs avec Christine. » François tourna délicatement Hélène, la forçant à le regarder. « Cela te dérange ? Ça ne devrait pas, n'est-ce pas ?» répondit-elle par une question. « Après tout, nous avons tous un passé, enfin presque tous. » Il y avait une note d'amertume dans sa voix que François n'avait jamais entendue auparavant. « Hélène, qu'est-ce qui te dérange vraiment ?» Elle soupira profondément avant de répondre. « C'est juste que, parfois je me demande si tu ne te sens pas limité avec moi. Tu as eu tant d'expérience, connu tant de femmes avant moi, et moi... » « Arrête !» interrompit François gentiment, tenant son visage entre ses mains. « Rien dans mon passé ne se compare à ce que nous avons ensemble. Ce que nous avons construit a une profondeur que je n'ai jamais expérimentée auparavant. » Hélène sourit, mais François perçut que quelque chose la dérangeait encore. Quand ils arrivèrent au penthouse de Christine à Saint-Germain-des-Prés, la fête battait déjà son plein. Une trentaine de personnes conversaient en petits groupes, avec de la musique française contemporaine, jouant à un volume agréable. Christine, une cadre du marché financier de 35 ans, vint les accueillir avec enthousiasme. François, Hélène. « Que c'est bon de vous voir !» s'exclama-t-elle, les embrassant tous deux sur les joues. « Nous parlions justement de vous. Le mariage à Cannes a été l'événement de l'année. Christine était grande et élégante, avec des cheveux blonds coupés en un carré moderne et des yeux verts pénétrants. Elle portait une combinaison rouge qui mettait en valeur sa silhouette élancée et des bijoux discrets mais visiblement coûteux. « Joyeux anniversaire, Christine » dit Hélène, lui tendant un paquet élégamment emballé. « C'est un livre sur les photographes contemporains français. François a mentionné que tu collectionnais la photographie. »« Quelle gentillesse » répondit Christine, semblant sincèrement touchée. « Venez, laissez-moi vous présenter à quelques amis que vous ne connaissez pas encore. » Les heures suivantes se déroulèrent agréablement, François et Hélène circulant dans l'appartement et conversant avec divers invités. Hélène remarqua cependant que certaines des femmes présentes lui lancèrent des regards curieux comme si elles l'évaluaient. À un moment donné, alors que François conversait avec animation avec d'anciens camarades d'université, Hélène se retrouva seule près du bar,
où un barman préparait des cocktails élaborés. Alors c'est vous la femme qui a finalement conquis le cœur du célibataire le plus convoité de Paris, dit une voix féminine à ses côtés. Hélène se retourna et rencontra une femme d'environ son âge, aux cheveux châtains courts et un sourire énigmatique aux lèvres. « Je suis Amélie », se présenta-t-elle tendant la main. « J'ai travaillé avec François pendant un moment avant d'ouvrir ma propre entreprise. »« Hélène », répondit-elle, serrant la main offerte, « enchantée de faire votre connaissance. »« Le plaisir est pour moi, dit Amélie, l'étudiant avec intérêt. J'étais curieuse de rencontrer la femme qui a réussi là où beaucoup ont échoué. » Il y avait quelque chose dans le ton d'Amélie qui mettait Hélène mal à l'aise, comme s'il y avait un sous-texte dans ses paroles qu'elle ne pouvait pas complètement déchiffrer. « François est un homme extraordinaire, commenta Hélène diplomatiquement. J'ai de la chance de l'avoir rencontré. » Amélie esquissa un petit sourire avant de prendre une gorgée de sa boisson. « Il a toujours eu un goût éclectique pour les femmes, continua-t-elle, mais je dois admettre que vous êtes différente des autres, plus raffinée. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Delphine apparut à ses côtés comme si elle avait senti que son amie avait besoin d'être secourue. « Hélène, ma chérie, je te cherchais, s'exclama-t-elle, lançant un regard évaluateur. « À Amélie, nous devons aller sur la terrasse. La vue est simplement spectaculaire avec le coucher de soleil. » Avec un signe de tête poli pour Amélie, Delphine conduisit Hélène au loin. « Qui était cette vipère ?» demanda-t-elle à voix basse dès qu'elles se furent éloignées. « Amélie, apparemment une ancienne collègue de travail de François, » répondit Hélène, encore troublée par la rencontre. Delphine leva les yeux au ciel. « Collègue de travail, je vois. Celle-là a l'air d'avoir partagé plus que la salle de réunion avec ton mari. »« Delphine, » réprimanda Hélène, bien qu'une sensation inconfortable s'installe dans son estomac. « Quoi ? Je ne fais que constater l'évidence, » se défendit Delphine. « Mais ne t'inquiète pas, tu as gagné, il t'a choisi. » Les paroles de Delphine, bien qu'intentionnées, ne firent qu'intensifier le malaise d'Hélène. « Il t'a choisi. » Comme si c'était une compétition. Comme si François était un prix à gagner. Et plus troublante encore l'idée qu'il y avait un bataillon de femmes dans son passé, toutes expérimentées et sophistiquées d'une manière qu'elles ne seraient jamais. Quand il est. Partirent enfin. Il était déjà plus de minuit. Dans le taxi en route vers la maison, François remarqua le silence d'Hélène. « Tu vas bien ?» demanda-t-il tenant sa main. « Tu semblais un peu distante à la fin de la soirée. »« Je suis fatiguée, c'est tout, » répondit-elle automatiquement, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. François n'insista pas, mais il savait qu'il y avait autre chose. En arrivant à l'appartement, Hélène alla directement dans la salle de bain, disant qu'elle voulait prendre une douche avant de dormir. Pendant que l'eau chaude coulait sur son corps, elle ne pouvait pas chasser les pensées concernant la fête, Amélie, toutes les femmes qui étaient passées dans la vie de François avant elle. Quand elle sortit de la douche, elle trouva François, assis au bord du lit, l'attendant clairement. Il ne portait que le bas de son pyjama, son torse musclé exposé. Hélène ressentit une vague de désir mêlée d'insécurité. « Maintenant, tu vas me dire ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-il doucement. Hélène soupira, s'asseyant à côté de lui. « J'ai rencontré Amélie à la fête, commença-t-elle. Elle a insinué que, que tu as eu beaucoup de femmes avant moi. » François fronça les sourcils. « Et cela te dérange ?»« Ça ne devrait pas, » répondit Hélène. « Mais oui, d'une certaine façon, ça me dérange. Pas pour la jalousie en soi, mais parce que ça me fait penser à quel point je suis inadéquate pour toi. »« Inadéquate ?» répéta François, sincèrement confus. « De quoi parles-tu ? François, tu es un homme expérimenté, habitué à des femmes sophistiquées comme Amélie, comme Christine. Et je suis pratiquement une novice dans tout ce qui concerne l'intimité, confessa Hélène, les mots sortant en torrent. Comment puis-je rivaliser avec ça ? François la regarda longuement avant de répondre. Il n'y a pas de compétition. Hélène, dit-il finalement, ce que nous avons ensemble ne se compare à rien de ce que j'ai vécu avant. Et quant à l'intimité, il sourit, touchant son visage avec tendresse. Nous découvrons ensemble, à notre rythme, à notre manière, et c'est l'expérience la plus incroyable de ma vie. Hélène sentit les larmes se former dans ses yeux. Mais si je ne suis jamais comme elle, si je n'ai jamais la confiance, l'expérience,
Je ne veux pas que tu sois comme qui que ce soit d'autre, interrompit François fermement. Je suis tombé amoureux de toi, Hélène Beaumont-Moreau, avec toute ta complexité, ton intelligence, ta sensibilité. Et chaque moment que nous passons ensemble me fait aimer encore plus. Les paroles de François apaisèrent temporairement les insécurités d'Hélène, mais une petite voix persistait dans son esprit, se demandant si elle serait vraiment suffisante pour un homme comme François. Une voix qui ressemblait étrangement à celle de sa grand-mère, lui rappelant toujours les attentes qui pesaient sur ses épaules en tant qu'héritière du nom Beaumont. Cette nuit-là, alors que François dormait tranquillement à ses côtés, Hélène resta éveillée, contemplant le plafond et pensant à toutes les traditions qu'elle portait, à toutes les insécurités qu'elle nourrissait et à la façon de concilier le monde dans lequel elle avait été élevée avec le nouveau monde qu'elle construisait aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Les semaines suivantes furent marquées par une routine qui s'établissait peu à peu entre François et Hélène. Il avait repris la direction de son entreprise, impliqué dans une négociation importante avec des investisseurs étrangers intéressés par l'expansion de son modèle d'énergie renouvelable vers d'autres pays d'Europe. Hélène était retournée à ses cours à l'université, où ses étudiants l'avaient accueillie avec enthousiasme après sa période d'absence. Apparemment, tout suivait son cours naturel, comme on pouvait s'y attendre dans la vie d'un couple de jeunes mariés. Cependant, sous la surface tranquille, les insécurités d'Hélène continuaient à croître silencieusement, alimentées par de petits incidents qui, pour d'autres, auraient pu sembler insignifiants. Un jeudi pluvieux, Hélène rentra chez elle plus tôt que d'habitude. L'un de ses cours avait été annulé en raison d'une conférence spéciale dans l'amphithéâtre principal, et elle avait décidé de profiter de ce temps libre pour préparer une surprise à François. Elle acheta des ingrédients frais au marché et prévoyait de préparer les lasagnes aux aubergines qu'il avait tant appréciées la première fois qu'elle avait cuisiné pour lui. En entrant dans l'appartement, elle sentit immédiatement que quelque chose était différent. Un léger parfum féminin flottait dans l'air, et des sons venaient du bureau. Suivant le bruit, elle trouva François assis à son bureau, accompagné d'une jeune femme aux cheveux bouclés qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ils étaient penchés sur une série de documents, tellement absorbés par leur discussion qu'ils ne remarquèrent pas immédiatement sa présence. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre, » dit Hélène, les faisant tous deux lever la tête, surpris. « Hélène !» s'exclama François, se levant rapidement. « Je ne t'attendais pas si tôt. Voici Julie, notre nouvelle directrice juridique. » La femme sourit cordialement, tendant la main à Hélène. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Madame Moreau. François parle beaucoup de vous. » Hélène serra la main tendue, remarquant la fermeté de la poignée et le rouge à lèvres rouge impeccable qui contrastait avec la peau brune de Julie. « Le plaisir est pour moi, » répondit-elle automatiquement. « J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout, » assura François. « En fait, nous avions presque terminé. Ce sont juste les derniers détails du contrat avec les Espagnols. J'ai laissé les courses dans la cuisine, » dit Hélène, s'adressant à François. « Je pensais préparer quelque chose de spécial pour le dîner, mais je peux le faire un autre jour si vous avez besoin de continuer. »« Non, non, » intervint Julie, commençant à rassembler les documents. « J'ai déjà pris beaucoup de temps à votre mari aujourd'hui. Je peux terminer la révision seule et vous envoyer mon approbation demain, François. » 21 minutes plus tard, après une conversation polie mais clairement tendue dans le hall d'entrée, Julie prit finalement congé. Hélène retourna à la cuisine et commença à déballer les courses avec plus de force que nécessaire, claquant les portes des armoires et déplaçant les casseroles avec fracas. François l'observa quelques instants avant de s'approcher. « Tu es contrarié, constata-t-il, non pas comme une question mais comme un fait. » Hélène continua ses mouvements sans le regarder. « Pourquoi serais-je contrarié? Juste parce que j'ai trouvé mon mari à la maison, en milieu d'après-midi, avec une femme qui semble sortir tout droit d'une couverture de magazine ?» François soupira, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Hélène, s'il te plaît, Julie est une professionnelle que nous avons récemment embauchée. Nous avions une réunion prévue au bureau, mais il y a eu un problème avec la climatisation centrale, et j'ai suggéré que nous venions ici, puisque c'était proche. C'était complètement professionnel. » Hélène s'arrêta enfin dans ce qu'elle faisait et le regarda. « Je sais, admit-elle, laissant tomber ses épaules. Je suis ridicule. »
Non, tu ne l'es pas, répondit François, s'approchant et l'enveloppant dans une étreinte. Tu es juste humaine. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, Hélène. Ce que nous avons est trop réel et précieux pour moi. Je ne ferai jamais rien pour risquer cela. Hélène acquiesça contre sa poitrine, se sentant simultanément réconfortée et honteuse de sa réaction. Ce n'était pas son genre d'avoir ce type de jalousie, cette insécurité constante. Où l'était-ce? Peut-être que ses sentiments avaient toujours été là, attendant simplement le bon moment pour émerger. Ce soir-là, après le dîner qui se déroula dans une normalité forcée, Hélène décida d'appeler Delphine. Elle avait besoin de l'honnêteté brutale de son amie pour mettre de l'ordre dans ses pensées. « Tu es obsédé par son passé », déclara Delphine sans détour, après avoir entendu le récit de l'incident de l'après-midi, et cela va détruire ton mariage si tu n'arrêtes pas. « Je ne suis pas obsédée », se défendit Hélène, bien qu'elle sût qu'il y avait un fond de vérité dans les paroles de son amie. « C'est juste étrange pour moi de gérer tout ce bagage. » Delphine laissa échapper un rire sec de l'autre côté de la ligne. « Hélène, ma chérie, tout le monde a des bagages. La question est, vas-tu permettre que des valises qui ne sont pas les tiennes perturbent ton voyage ?» La métaphore, bien que simple, frappa Hélène avec force. Elle portait, en effet, un poids qui ne lui appartenait pas. Toutes les relations, passées de François, toutes les femmes qui étaient venues avant elle, et en même temps, elle portait le fardeau de sa propre inexpérience, amplifiée par les attentes familiales qui l'avaient toujours entourée. De plus, continua Delphine, sa voix maintenant plus douce, tu oublies le plus important. Il t'a choisi. Avec toute ton supposée inexpérience, avec tout ton bagage familial de traditions désuètes. C'est toi qui l'as conduite à l'hôtel. Pas Christine, pas Amélie, ni aucune autre femme de son passé. Les paroles de Delphine résonnèrent dans l'esprit d'Hélène longtemps après qu'elles eurent raccroché. Quand François entra dans la chambre, plus tard, après avoir passé du temps dans le bureau à finir de réviser les documents que Julie avait laissés, il la trouva assise dans le fauteuil près de la fenêtre, le regard perdu dans le paysage nocturne de Paris. « Un centime pour tes pensées », dit-il doucement, s'agenouillant à côté d'elle. Hélène sourit, tournant son attention vers son mari. « Je pensais à nous », répondit-elle avec sincérité. « À quel point nous sommes différents et en même temps si connectés. » François prit sa main et l'embrassa délicatement. « Tu sais ce que ma mère dit toujours? Que les différences ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. » « Ta mère est une femme sage, » commenta Hélène. « J'aimerais mieux la connaître. » Les yeux de François s'illuminèrent. « Pourquoi ne pas l'inviter à dîner ce week-end? Ce serait bien pour vous deux de passer plus de temps ensemble. » Hélène accepta promptement, réalisant qu'elle voulait vraiment mieux connaître Madame Solange, la femme qui avait élevé seule l'homme extraordinaire qu'elle avait épousé. De plus, elle sentait qu'elle pourrait apprendre beaucoup d'elle sur la façon de naviguer dans ce nouveau monde dans lequel elle était entrée. « Vous êtes-vous déjà abonné? Faites-le maintenant et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. » Le samedi soir, Madame Solange arriva ponctuellement à 7 heures, apportant avec elle une tarte au chocolat fait maison et un petit pot de violettes. C'était une femme de taille moyenne, avec des cheveux grisonnants coupés dans un style pratique et des yeux identiques à ceux de son fils, d'un brun profond qui semblait voir au-delà des apparences. « Quel appartement merveilleux !» s'exclama-t-elle. Tandis qu'Hélène la conduisait pour une petite visite. « Vous avez fait un travail incroyable sur la décoration. Il a du caractère. Ce n'est pas comme ces endroits qui semblent sortis des magazines où personne ne vit vraiment. » Hélène sourit, immédiatement charmée par la franchise de Madame Solange. « Ce fut un défi d'équilibrer nos préférences, » admit-elle. « J'ai fini par incorporer quelques pièces de ma famille, mais je voulais que l'espace soit vraiment le nôtre, pas une extension de la maison de mes parents. » Madame Solange acquiesça, compréhensive. « C'est exactement comme ça que ça devrait être. Un mariage n'est pas deux personnes qui s'annulent, mais qui trouvent un nouveau chemin ensemble. » Pendant le dîner, préparé par François qui, étonnamment, s'était révélé être un cuisinier talentueux après quelques cours secrets qu'il avait pris pour impressionner Hélène durant leur fiançailles, la conversation coula naturellement. Madame Solange raconta des histoires sur l'enfance de François,
sur la façon dont il avait toujours été déterminé depuis son plus jeune âge, construisant des projets ambitieux avec le peu de ressources qu'ils avaient à disposition. À 12 ans, il a monté un système d'irrigation pour le jardin communautaire de notre quartier en utilisant uniquement des matériaux recyclés, raconta-t-elle avec fierté. Les voisins ne croyaient pas que ça fonctionnerait, mais en une semaine, tout le jardin était vert et luxuriant, même pendant la pire sécheresse que Lyon avait connue depuis des années. Hélène écoutait fascinée, découvrant des facettes de François qu'elle ne connaissait pas et appréciant encore plus l'homme qu'il était devenu. Après le dîner, tandis que François nettoyait la cuisine en insistant pour que les deux femmes se reposent, Hélène et Madame Solange s'assirent sur la terrasse avec des verres de vin. « Il t'a parlé de son père ?» demanda Madame Solange après un moment de silence confortable. Hélène hésita, incertaine de la façon de répondre, seulement qu'il est parti quand François était très jeune. Madame Solange acquiesça, prenant une petite gorgée de vin avant de continuer. Olivier était un homme brillant, un ingénieur avec des idées révolutionnaires, mais il était aussi inquiet, toujours à la recherche de quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne semblait jamais trouver. Elle fit une pause regardant l'horizon. Quand François avait 7 ans, Olivier a reçu une proposition pour travailler sur un projet en Allemagne. C'était l'opportunité dont il avait toujours rêvé. Il a demandé que nous partions avec lui, mais j'avais ma mère malade, dont je devais m'occuper, mon travail à l'hôpital. Je lui ai demandé d'attendre quelques mois, jusqu'à ce que nous résolvions tout. Il a dit qu'il attendrait. Hélène sentit un nœud se former dans sa gorge, anticipant ce qui allait suivre. Une semaine plus tard, j'ai trouvé seulement une note, continua Madame Solange, sa voix étonnamment ferme. Elle disait qu'il ne pouvait pas attendre, que la vie était trop courte pour reporter les rêves. Nous ne l'avons jamais revu. Je suis désolée, murmura Hélène, émue par l'histoire. Madame Solange sourit, un sourire tranquille qui parlait de paix conquise après beaucoup de douleur. Tu sais ce que j'ai appris de cela, Hélène, que le véritable amour n'est pas seulement une question de grands gestes romantiques ou de passion dévorante. Il s'agit de choisir de rester jour après jour, surtout quand il serait plus facile de partir. Les mots touchèrent Hélène profondément, comme si Madame Solange avait d'une certaine manière accédé exactement à ce qu'elle avait besoin. T'as d'entendre à ce moment-là. François t'a choisi, continua la femme plus âgée, regardant maintenant directement Hélène. Parmi toutes les personnes qu'il a rencontrées, c'est avec toi qu'il a décidé de construire une vie. Cela en dit long sur qui tu es, ma chère. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage d'Hélène, et elle n'essaya pas de les retenir. Madame Solange prit doucement sa main, la serrant dans un geste de réconfort et de compréhension. « Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas, » dit-elle doucement. Et l'amour, le vrai, profond, inconditionnel, est effrayant précisément, parce qu'il nous rend vulnérables. Mais c'est dans cette vulnérabilité que nous trouvons notre plus grande force. À ce moment-là, quelque chose s'installa en Hélène. Les insécurités ne disparurent pas complètement. Ce serait irréaliste de s'y attendre. Mais pour la première fois, elle sentit qu'elle pourrait peut-être apprendre à vivre avec elle sans leur permettre de dominer sa vie et son mariage. Quand François revint sur la terrasse, il trouva les deux femmes les plus importantes de sa vie dans une conversation animée sur la littérature française contemporaine, l'un des sujets préférés d'Hélène. En les observant, il ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle lui coupa presque le souffle. D'une certaine manière, contre toute attente, il avait trouvé sa place dans le monde, son véritable foyer, non pas dans les murs d'un appartement luxueux, mais dans le cœur de la femme extraordinaire qui partageait maintenant son nom et sa vie. L'automne arriva à Paris, apportant une douceur dans la température qu'on voyait rarement dans la ville. Les feuilles de certains arbres prenaient des tons dorés, créant un contraste enchanteur avec le bleu profond de la Seine que François et Hélène pouvaient observer depuis la terrasse de leur appartement. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et progressivement ils trouvaient à leur propre rythme, construisant jour après jour les fondations de leur vie commune. Après la conversation avec Madame Solange, Hélène se sentait plus en sécurité dans sa relation. Les insécurités surgissaient encore occasionnellement, mais elle apprenait à les reconnaître comme faisant partie d'elle-même, sans leur permettre de dicter ses actions ou d'empoisonner son bonheur. L'intimité entre eux avait fleuri naturellement, sans pression ni attente, seulement le désir sincère de se connaître dans toutes les dimensions possibles.
Ce matin de samedi, Hélène se réveilla plus tôt que d'habitude et resta à observer François pendant qu'il dormait. Son visage, détendu dans le sommeil, avait une qualité presque enfantine, dépourvue des préoccupations qui l'accompagnaient souvent pendant la journée. Elle traça doucement le contour de sa mâchoire du bout des doigts, émerveillée par le fait que cet homme extraordinaire avait choisi de partager sa vie avec elle. François ouvrit lentement les yeux, un sourire se formant sur ses lèvres en rencontrant le regard d'Hélène. « Bonjour », murmura-t-il, la voix encore rauque de sommeil. « Depuis combien de temps es-tu réveillé ? Assez longtemps pour décider que tu es encore plus beau quand tu dors, » plaisanta-t-elle, se penchant pour l'embrasser doucement. Le baiser, qui avait commencé comme un simple salut matinal, s'approfondit rapidement, chargé de désir et d'intimité. 3 mois de découverte avaient transformé Hélène, qui embrassait maintenant sa sexualité avec une confiance qui la surprenait elle-même. La peur initiale avait cédé la place à une curiosité vorace, un désir d'explorer et d'être exploré qui trouvait en François un partenaire également enthousiaste et patient. Plus tard, alors qu'ils prenaient leur café sur la terrasse baignée par le soleil du matin, François mentionna un dîner de bienfaisance qui aurait lieu la semaine suivante, organisé par l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Ce devrait être juste un autre événement d'entreprise ennuyeux, expliqua-t-il, étalant de la confiture sur une tartine. Mais Richard m'a dit qu'ils ont invité ce chef portugais que tu adores, celui qui a le restaurant à Montmartre. Hélène sourit, enchantée par l'attention de François aux petits détails, qui lui faisaient plaisir. Henri Duval, ce serait merveilleux de goûter sa cuisine. J'ai essayé de faire une réservation au Loir depuis des mois, mais c'est pratiquement impossible d'obtenir une table. Alors c'est décidé, conclut François avec un sourire satisfait. Nous irons au dîner de bienfaisance. De plus, ce serait une bonne occasion pour toi de rencontrer certaines personnes de mon travail que tu n'as pas encore rencontrées. Le sourire d'Hélène vacilla légèrement, ce qui n'échappa pas à François. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, posant sa tasse sur la table. « Si tu préfères ne pas y aller, nous pouvons refuser l'invitation. »« Non, ce n'est pas ça, » s'empressa de clarifier Hélène. « C'est juste que, je me sens toujours un peu déplacé dans ces événements d'entreprise, comme si tout le monde parlait une langue que je ne maîtrise pas complètement. » François tendit la main par-dessus la table, entrelaçant ses doigts aux siens. « Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, Hélène. Tu peux discuter de n'importe quel sujet avec n'importe qui dans cette salle. L'intelligence académique est différente de l'intelligence sociale, argumenta-t-elle. Je peux parler pendant des heures du symbolisme dans les natures mortes hollandaises du XVIIe siècle, mais cela n'impressionnera guère tes partenaires commerciaux. »« Tu m'as impressionné, » rappela François avec un sourire affectueux. « Tu te souviens de la première fois que nous avons parlé ? Tu m'as donné un cours sur la façon dont l'art contemporain français dialogue avec nos questions sociales. J'ai été complètement fasciné, non seulement par ce que tu disais, mais par la passion avec laquelle tu parlais. » Hélène sourit au souvenir. Ça avait été une soirée magique, lors de l'inauguration d'une exposition au Centre Pompidou où elle avait été commissaire adjointe. François, l'un des sponsors de l'événement, s'était approché d'elle alors qu'elle observait une installation particulièrement provocante. Ce qui avait commencé comme une conversation occasionnelle sur l'œuvre s'était transformé en un dialogue profond qui s'était prolongé pendant des heures, se poursuivant dans un café voisin bien après la clôture de l'exposition. Plus, continua François, Julie sera là. Vous deux avez beaucoup en commun. Je pense que vous pourriez devenir amis. La mention de Julie fit ressentir à Hélène une pointe d'inconfort. Depuis l'incident où elle l'avait trouvée dans l'appartement, avec François, elle s'était croisée quelquefois lors d'événements sociaux, maintenant toujours une cordialité distante. Hélène savait que sa réaction initiale avait été exagérée et injuste, mais elle ne parvenait toujours pas à se sentir complètement à l'aise en présence de la belle avocate. « Vraiment ? Qu'avons-nous en commun ?» demanda-t-elle, essayant de garder un ton léger, bien qu'une note de scepticisme se soit infiltrée dans sa voix. François ne sembla pas remarquer la tension. Elle vient aussi d'une famille traditionnelle bourguignonne. Elle a étudié dans un couvent et, d'après ce qu'elle m'a dit, a eu une éducation assez similaire à la tienne. La différence est qu'elle a complètement rompu avec sa famille quand elle a décidé de poursuivre une carrière juridique au
lieu d'épouser le fils d'un propriétaire de vignoble que ses parents avaient choisi pour elle. La révélation surprit Hélène, qui avait toujours vu Julie comme la personnification de la femme moderne et indépendante, sans imaginer qu'elle portait aussi le poids d'attentes familiales traditionnelles. « Je ne savais pas cela », admit-elle, se sentant légèrement honteuse de ses jugements précipités. « Il y a beaucoup plus chez les gens que ce que nous pouvons voir à première vue », philosopha François, terminant son café. « C'est pourquoi j'essaie toujours de ne pas former d'opinion définitive avant de vraiment connaître quelqu'un. » Ces paroles, bien que simples, touchèrent Hélène profondément. Combien de fois s'était-elle sentie jugée superficiellement? Combien de fois avait-elle entendu des commentaires sur le fait d'être démodée ou réprimée pour ses choix personnels? Et pourtant, elle était là, faisant exactement la même chose avec Julie, se basant uniquement sur les apparences et sur ses propres peurs et insécurités. Le reste du week-end se déroula tranquillement, avec de petits moments d'intimité domestique qu'Hélène apprenait à valoriser. Le dimanche après-midi, en organisant quelques cartons qui restaient encore du déménagement, ils trouvèrent un album de photos de l'adolescence de François. Assis sur le tapis du salon, ils rirent ensemble des vêtements datés et des coupes de cheveux discutables. Mais Hélène remarqua quelque chose de révélateur dans les images. Même jeune, François possédait déjà ce regard déterminé, cette confiance tranquille qui le caractérisait comme adulte. « Tu as toujours su ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle, observant une photo où il exhibait fièrement un projet scientifique qui avait gagné un prix régional. François réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense que j'ai toujours su que je voulais faire une différence, d'une manière ou d'une autre. Quand mon père est parti, laissant ma mère avec toutes les factures et un petit garçon à élever, je me suis juré que je ne permettrais plus jamais que nous nous sentions sans ressources. » Il fit une pause, comme s'il organisait ses pensées. Au début, c'était juste une question de sécurité financière, mais avec le temps, j'ai réalisé que je voulais créer quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes. Hélène connaissait l'histoire de l'entreprise de François, comment il avait commencé par développer de petits systèmes d'énergie solaire pour des communautés rurales sans accès au réseau électrique et comment il avait progressivement étendu à des solutions plus complexes, qui servaient maintenant des résidences individuelles aux grandes industries. Ce qui l'avait toujours impressionné, cependant, c'était l'engagement sincère de François envers la durabilité et la responsabilité sociale, refusant de compromettre ses valeurs éthiques, même quand cela signifiait sacrifier des profits immédiats. « Et toi ?» demanda François, interrompant ses pensées. « Tu as toujours su que tu voulais suivre une carrière académique ?» Hélène sourit, pensive. « D'une certaine façon, oui. J'ai toujours été fascinée par l'art depuis l'enfance. Je me souviens de rester des heures à observer les tableaux dans la maison de ma grand-mère, inventant des histoires sur les personnes représentées. » Elle fit une pause, fouillant dans quelques photos en vrac au fond de la boîte. « Mais il y avait une attente non dite que je suivrais un chemin plus conventionnel. Me marier tôt, peut-être gérer les propriétés de la famille avec mon mari. Qu'est-ce qui a changé ? » « Mon père, » répondit-elle avec un sourire. Nostalgique. Aussi traditionnel qu'il soit à bien des égards, il a toujours valorisé l'éducation. Quand j'ai manifesté mon intérêt pour l'histoire de l'art, il m'a soutenu contre la résistance initiale de ma mère et de ma grand-mère. Il leur a dit que le monde changeait et que j'avais besoin d'être préparé pour subvenir à mes besoins indépendamment de tout homme. François semblait sincèrement surpris. « Ton père a dit ça ? Le même homme qui m'a interrogé pendant 3 heures sur mes intentions quand j'ai demandé ta main. » Hélène rit, se souvenant de la scène. « Il peut être protecteur et traditionnel à bien des égards, mais il a toujours cru que je devais avoir ma propre identité, ma propre carrière. » Elle prit une autre photographie, celle-ci montrant son père à côté d'elle lors de sa remise de diplôme, la fierté évidente sur son visage. « Je pense que c'est pour cela que, malgré toutes les traditions familiales, je ne me suis jamais senti complètement lié à elle. Je savais qu'au fond, il me soutiendrait dans mes choix, même s'ils n'étaient pas conventionnels. » François étudia la photographie avec une attention renouvelée, comme s'il voyait son beau-père sous un nouveau jour. « C'est peut-être pour ça que vous vous êtes si bien entendu, malgré les différences, » observa Hélène.
Vous valorisez tous deux l'indépendance et croyez en la construction de quelque chose qui vous est propre. La semaine passa rapidement, et bientôt vint la soirée du dîner de bienfaisance. Hélène choisit une longue robe de soie bleu foncé, élégante sans être ostentatoire, et attacha ses cheveux en un chignon bas qui mettait en valeur son cou délicat. Quand elle sortit de la chambre entièrement préparée, elle trouva François qui l'attendait dans le salon, impressionnant dans son smoking. « Tu es éblouissante », dit-il, s'approchant pour l'embrasser doucement, faisant attention à ne pas étaler son rouge à lèvres. « Tu n'es pas mal non plus », plaisanta-t-elle, ajustant légèrement son nœud papillon. L'événement se déroulait dans un hôtel historique au centre de Paris, un petit palais du début du XXe siècle qui avait été soigneusement restauré pour préserver son architecture d'origine. En entrant dans le salon principal, Hélène fut immédiatement enveloppée par l'élégance de l'environnement. Des lustres en cristal reflétaient doucement la lumière sur les tables décorées d'arrangements élaborés de fleurs et un petit orchestre jouait de la musique classique dans un coin discret. François la guida à travers le salon, s'arrêtant fréquemment pour la présenter à des collègues et partenaires commerciaux. Hélène se sentit plus à l'aise qu'elle ne l'avait prévu, découvrant que beaucoup des personnes présentes avaient des intérêts divers au-delà du monde des affaires, rendant les conversations étonnamment agréables. Ce fut pendant l'une de ces interactions que Julie s'approcha, élégante dans une robe rouge qui contrastait dramatiquement avec sa peau brune. « Hélène, quel plaisir de vous revoir !» salua l'avocate avec un sourire qui semblait sincèrement chaleureux. « François a mentionné que vous viendriez, et j'ai pensé que nous pourrions peut-être discuter un peu. Il m'a dit que vous êtes spécialiste de l'art contemporain français, et par coïncidence, j'envisage d'investir dans quelques pièces pour mon nouvel appartement. » Surprise par l'approche directe et amicale, Hélène répondit avec une égale cordialité. Et bientôt, les deux femmes étaient engagées dans une conversation animée sur la scène artistique parisienne. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Hélène se découvrit sincèrement intriguée par Julie, dont la trajectoire de vie se révélait beaucoup plus complexe et intéressante qu'elle ne l'avait imaginé initialement. « Ce n'était pas facile. Te rompre avec ma famille », confia Julie lorsque la conversation dériva vers ses origines. « Mes parents avaient tout planifié pour moi. Mariage à 20 ans avec le fils du propriétaire de vignoble voisin qui agrandirait nos terres et une vie consacrée à gérer la maison et élever les enfants. Quand j'ai annoncé que je voulais étudier le droit à Paris, c'était comme si j'avais lancé une bombe au dîner du dimanche. » Hélène acquiesça, compréhensive. « Je connais bien cette sensation. Bien que mes parents aient été plus flexibles, il y avait encore beaucoup d'attentes non exprimées. La différence est que j'ai réussi à négocier mon chemin sans avoir à rompre complètement. » Julie l'étudia avec un intérêt renouvelé. « C'est admirable que vous ayez réussi à équilibrer votre indépendance avec les valeurs familiales. Je n'ai jamais eu cette diplomatie. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de son champagne. « Parfois, je me demande si je n'ai pas été trop radicale, si je n'aurais pas pu trouver un juste milieu. » La vulnérabilité inattendue dans la confession de Julie toucha Hélène profondément. Soudainement, la femme qu'elle avait vue comme une menace potentielle se transformait en quelqu'un avec qui elle partageait plus de similitudes que de différences, quelqu'un qui luttait également pour définir sa propre identité dans un monde plein d'attentes contradictoires. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Hélène se retrouva à véritablement apprécier la compagnie de Julie et d'autres collègues de François. Quand ils s'assirent finalement pour le dîner, elle réalisa que pour la première fois, elle se sentait vraiment intégrée dans le monde de François, non pas comme une étrangère essayant de s'adapter, mais comme quelqu'un qui avait sa propre valeur et ses propres contributions à offrir. François, l'observant de l'autre côté de la table, tandis qu'elle conversait avec animation avec un couple d'environnementalistes sur la représentation de la nature dans l'art français, ressentit une vague de fierté et d'amour si intense qu'elle lui coupa presque le souffle. À ce moment, il eut la certitude absolue que parmi toutes les décisions qu'il avait prises dans sa vie, choisir Hélène avait été sans aucun doute la plus juste. L'amitié entre Hélène et Julie fleurit dans les semaines qui suivirent, le dîner de bienfaisance à la surprise des deux femmes. Ce qui avait commencé comme une trêve cordiale se transforma en une connexion authentique, basée sur des expériences partagées et un respect mutuel. Julie, avec son approche directe et pragmatique de la vie, offrait à Hélène une perspective
rafraîchissante sur bon nombre des questions avec lesquelles elle luttait encore, particulièrement en ce qui concernait les traditions familiales et les attentes sociales. Par un samedi ensoleillé, les deux femmes se promenaient dans le jardin du Luxembourg, admirant l'architecture historique et les jardins luxuriants sous l'ombre imposante des arbres centenaires. Elles venaient de visiter une exposition à l'école des Beaux-Arts où l'un des anciens élèves d'Hélène exposait son travail. « Le talent de ton élève est impressionnant », commenta Julie, alors qu'elle s'asseyait sur un banc près du petit lac. Surtout la façon dont il mélange des éléments de la culture populaire bretonne avec des techniques contemporaines. Hélène sourit, sincèrement touchée par l'intérêt de Julie. Mathieu a toujours eu une connexion profonde avec ses racines. Même quand il étudiait les grands maîtres européens, il cherchait des façons de dialoguer avec l'esthétique de la Bretagne où il a grandi. Julie prit une gorgée du café qu'elles avaient acheté à la cafétéria du parc avant de répondre. Cela me fait penser à comment nous tous, d'une façon ou d'une autre, sommes toujours en train de négocier cette relation entre nos origines et ce que nous voulons devenir, réfléchit-elle. Même quand nous essayons de rompre complètement, comme je l'ai fait, il y a des parties de nous qui restent irrémédiablement connectées à notre passé. L'observation frappa Hélène avec une force inattendue. C'était exactement ce qu'elle faisait depuis qu'elle avait rencontré François, essayer de trouver un équilibre entre la femme qu'elle avait été élevée pour être et la femme qu'elle désirait devenir. Parfois, je me demande si je réussirai un jour à résoudre complètement cette équation, confessa Hélène, entre honorer mes racines et être vraiment moi-même. Julie l'étudia avec ses yeux perspicaces. Peut-être que ce n'est pas une équation à résoudre, mais un dialogue constant, suggéra-t-elle. Quand j'ai rompu avec ma famille, j'ai pensé que je me libérais complètement du passé. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que j'échangeais simplement un ensemble de règles contre un autre. Comment ça? Eh bien, j'ai rejeté le monde traditionnel de mes parents, avec ses attentes rigides sur la façon dont une femme devrait se comporter. Mais j'ai fini par entrer dans le monde des affaires, qui a ses propres règles non écrites, ses propres préjugés et attentes. Julie laissa échapper un rire sec. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai dû prouver ma valeur doublement, parce que je suis une femme dans un environnement dominé par les hommes. Hélène acquiesça, compréhensive. En tant qu'universitaire, elle avait également fait face à ses propres défis, bien que de nature différente. Dans mon cas, j'ai toujours senti que je devais compenser mon nom de famille, confessa-t-elle. Comme si les gens s'attendaient à ce que je sois arrivée où je suis uniquement grâce à des connexions familiales, pas par mon propre mérite. Exactement, s'exclama Julie. C'est toujours à propos des attentes des autres, n'est-ce pas? Soit nous en faisons trop, soit pas assez. Soit nous sommes trop traditionnels, soit trop modernes. Il ne semble jamais y avoir de juste milieu qui soit acceptable. Elles continuèrent la conversation en marchant dans le parc, discutant des défis d'être des femmes dans leurs domaines respectifs, des pressions familiales et sociales, et comment, toutes deux à leur manière, avaient trouvé des façons de naviguer dans ces eaux tumultueuses. Quand Hélène retourna à l'appartement plus tard, elle trouva François dans le bureau, travaillant sur quelques documents. Il leva les yeux quand elle entra, un sourire fatigué mais sincère illuminant son visage. « Comment était l'exposition » demanda-t-il, tendant la main pour qu'elle s'approche. Hélène entrelaça ses doigts aux siens, se penchant pour un baiser rapide, incroyable. Mathieu a vraiment trouvé sa voie en tant qu'artiste, et après, Julie et moi avons eu une conversation fascinante au Jardin du Luxembourg. François semblait sincèrement intéressé. À propos de quoi? Identité? Attente? Comment nous équilibrons qui nous sommes avec qui le monde attend que nous soyons? Hélène s'assit dans le fauteuil près de son bureau. Tu sais qu'elle ne parle pas à sa famille depuis presque 10 ans. François acquiesça. Elle a mentionné quelque chose à ce sujet quand nous l'avons embauchée. Une rupture assez dramatique d'après ce que j'ai compris. C'est triste en fait, commenta Hélène pensive. Même si je remets en question beaucoup des traditions de ma famille, je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. François l'étudia un moment avant de fermer le dossier de documents devant lui. En parlant de famille, j'ai reçu un appel de ta mère ce matin. Hélène ressentit une pointe d'appréhension. Sa mère appelait rarement François directement, préférant toujours lui parler à elle. Que voulait-elle?
Nous inviter pour le 85e anniversaire de ta grand-mère dans 2 semaines. Apparemment, ce sera une grande célébration à la maison de Versailles, avec toute la famille réunie. Hélène ressentit des émotions contradictoires surgir en elle. D'un côté, elle aimait sa grand-mère Élisabeth et voulait célébrer cette date significative. De l'autre, elle savait exactement quel type d'événement ce serait. Formel, traditionnel, plein de conversations sur la lignée familiale et d'attentes implicites sur la façon dont une Beaumont devrait se comporter. Sans mentionner les inévitables questions sur quand elle et François prévoyaient d'avoir des enfants. « Tu as répondu ?» demanda-t-elle, essayant de gagner du temps pour organiser ses pensées. « J'ai dit que je consulterais ton agenda, mais que nous ferions notre possible pour être présents, » répondit François prudemment, percevant clairement son hésitation. « C'est un événement important, Hélène. Ta grand-mère fête ses 85 ans. »« Je sais, » soupira-t-elle, « et je veux être là pour elle. C'est juste que, eh bien, tu connais ma famille. Ce sera un week-end entier de protocoles, de formalités et de questions invasives sur notre vie, personnelle. » François se leva et s'approcha, s'agenouillant devant le fauteuil où elle était assise. Il prit ses mains entre les siennes, son regard intense et sincère. « Hélène, je t'ai épousée en sachant exactement d'où tu venais. Ta famille, avec toutes ses particularités, fait partie de qui tu es. » Il fit une pause, un petit sourire se formant sur ses lèvres. De plus, après avoir affronté des requins de la finance et négocié avec des politiciens corrompus, je pense que je peux survivre à un week-end avec l'aristocratie versaillaise. La plaisanterie arracha un sourire réticent à Hélène. « Tu dis ça maintenant. Mais attends que tante Béatrice commence à t'interroger sur tes intentions reproductives, tout en servant le thé dans des tasses de porcelaine qui appartenaient à la famille royale. » François rit, se levant et l'attirant dans une étreinte. « Je promets d'être le gendre le plus charmant et diplomatiquement évasif que ta famille ait jamais vu. » Hélène reposa sa tête sur sa poitrine, se sentant simultanément réconfortée et appréhensive. La perspective de retourner à la maison de son enfance en tant que femme mariée, de présenter formellement François à tous les membres de la famille élargie, dont beaucoup n'avaient pas assisté au mariage pour diverses raisons, était à la fois excitante et intimidante. « En parlant de famille, » continua François, son ton changeant pour quelque chose de plus hésitant, « j'ai quelque chose à te dire. » Hélène leva le visage pour le regarder, remarquant une expression inhabituelle dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai reçu un email hier. » Il fit une pause comme s'il cherchait les mots justes. « De mon père. » Hélène sentit sa respiration s'arrêter. Durant tout le temps qu'elle connaissait François, il mentionnait rarement le père qu'il avait abandonné dans son enfance. Elle savait, grâce à Madame Solange, qu'il n'avait eu aucun contact depuis son départ. « Ton père ?» répéta-t-elle, incertaine de la façon de réagir. Après tout ce temps, François acquiesça, s'éloignant légèrement pour mieux voir son visage. Apparemment, il a suivi ma carrière à distance. Il a vu un article sur l'entreprise dans le magazine L'Express le mois dernier et a décidé de prendre contact. « Que veut-il » demanda Hélène, une note protectrice entrant instinctivement dans sa voix. « Il dit qu'il aimerait me voir, m'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait. » François laissa échapper un rire sans humour. 25 ans plus tard, il pense qu'une conversation peut compenser ce que ma mère a traversé, ce que j'ai traversé. Hélène étudia le visage de son mari, remarquant le mélange complexe d'émotions qui passaient dans ses yeux. Colère, douleur, curiosité, et peut-être plus surprenant, une étincelle d'espoir qu'il semblait vouloir cacher même à lui-même. « Tu envisages de le rencontrer ?» demanda-t-elle doucement. François passa sa main dans ses cheveux, un geste qu'Hélène savait indiquer son état d'agitation interne. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut lui dire exactement où il peut mettre ses explications tardives. » Il fit une pause, sa voix baissant presque à un murmure. « Mais une autre partie veut savoir pourquoi. Pourquoi il nous a quittés? Pourquoi il n'est jamais revenu? Pourquoi il a décidé de prendre contact maintenant ?» Hélène conduisit François jusqu'au canapé où ils s'assirent côte à côte. Elle tint fermement ses mains entre les siennes, offrant un soutien silencieux, tandis qu'il traitait des émotions qu'il avait probablement réprimées pendant des années. « Tu l'as déjà dit à ta mère ?» demanda-t-elle après quelques instants. « Pas encore. Je voulais te parler d'abord. J'ai organisé mes propres pensées.
Hélène se sentit profondément touchée par la confiance qu'il plaçait en elle. C'était François dans son moment le plus vulnérable, partageant des doutes et des incertitudes qu'il permettait rarement aux autres de voir. « Que penses-tu que je devrais faire ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant des conseils dans les siens. « Je pense que la décision doit être la tienne, » répondit Hélène soigneusement. « Mais je peux dire que, d'après mon expérience, les questions sans réponse ont tendance à nous hanter. Même si tu décides de ne pas lui pardonner, peut-être qu'entendre ce qu'il a à dire pourrait te donner une sorte de clôture. » François réfléchit à ces paroles, son pouce caressant distraitement le dos de sa main. « Et si ce n'est qu'une... excuse, des paroles vides, alors tu le sauras, » répondit Hélène simplement. « Et tu pourras aller de l'avant avec la certitude que tu lui as donné la chance qu'il ne t'a pas donnée. » Un silence confortable s'établit entre eux, tandis que François absorbait le conseil. Finalement, il se pencha pour l'embrasser doucement. « Comment es-tu devenu si sage ?» demanda-t-il avec un petit sourire. « Ce doit être toute cette littérature ancienne que je suis obligé de lire pour mes cours, » plaisanta-t-elle, soulagée, de voir un peu de son humour caractéristique revenir. Cette nuit-là marqua une nouvelle phase dans leur relation. Tandis que François envisageait la possibilité de confronter son passé sous la forme d'un père absent, Hélène se préparait à revisiter son propre passé en retournant à la maison familiale. Tous deux réalisèrent que de manière différente, mais parallèle, ils s'embarquaient dans des voyages de réconciliation, non seulement avec leurs histoires familiales, mais avec des parties d'eux-mêmes qu'ils avaient essayé de laisser derrière eux. Le matin suivant, en prenant le petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée, François sembla arriver à une décision. « Je vais répondre à l'email, » annonça-t-il, une nouvelle détermination dans sa voix. « Je vais proposer une rencontre, mais avec une condition, que ma mère soit présente si elle le souhaite. Elle mérite d'entendre ses explications autant que moi. » Hélène acquiesça, fière de la force et de la compassion qu'elle voyait chez son mari. « Et pour l'anniversaire de ma grand-mère ?» demanda-t-elle, reprenant le sujet de la veille. « Nous avons encore le temps de nous préparer psychologiquement. » François sourit, tendant la main par-dessus la table pour entrelacer ses doigts aux siens. « Une chose à la fois. D'abord, affrontons nos fantômes personnels. Ensuite, nous pourrons affronter ensemble l'armée de parents aristocratiques qui attend à Versailles. » Hélène ne put s'empêcher de rire de l'image évoquée par ces paroles. Soudain, la perspective de présenter formellement François à la famille élargie ne semblait plus si intimidante. En fait, il y avait une partie d'elle qui était curieusement impatiente de voir comment il naviguerait dans l'écosystème social, complexe des Beaumont, avec ses alliances non déclarées, ses anciennes rivalités et ses codes de conduite implicites. En regardant l'homme en face d'elle, Hélène ressentit une vague de gratitude et d'admiration. En quelques mois de mariage, ils avaient affronté des insécurités, des révélations, et maintenant ils se préparaient à confronter des aspects de leur passé que tous deux avaient essayé, de différentes manières, de laisser derrière eux, et à travers tout cela, leur connexion s'était seulement renforcée, s'approfondissant en quelque chose de beaucoup plus riche et complexe qu'elle n'avait jamais imaginé possible. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda François, remarquant son expression contemplative. « Rien, » répondit-elle avec un sourire. « Je pensais juste à quel point nous avons de la chance de nous être trouvés. » La demeure familiale des Beaumont à Versailles s'élevait majestueusement contre le ciel bleu d'automne, ses murs d'un jaune doux contrastant avec le vert luxuriant des jardins qui l'entouraient. Construite à la fin du XIXe siècle, la propriété conservait l'élégance aristocratique de l'époque impériale, avec ses hautes fenêtres, ses balcons en fer forgé et le blason de la famille discrètement sculpté au-dessus de l'entrée principale. Hélène ressentit un mélange de nostalgie et d'appréhension, tandis que la voiture de François remontait l'allée d'arbres centenaires qui menait à la maison principale. Cela faisait presque un an depuis sa dernière visite, quand elle avait officiellement annoncé ses fiançailles avec François. À cette occasion, la réaction de la famille avait été un mélange prudent d'approbation pour le statut financier de François et de réserve quant à ses origines modestes. Un homme qui avait bâti son propre empire à partir de rien, sans connexion familiale ni nom traditionnel. « Tu es nerveuse ?» demanda François, lui lançant un regard compréhensif tout en garant la voiture près de l'entrée latérale
où d'autres véhicules étaient déjà alignés. Un peu, admit Hélène, ajustant inconsciemment le collier de perles qui avait été un cadeau de sa grand-mère pour son 21e anniversaire. C'est toujours étrange de revenir, comme si le temps s'arrêtait ici et que je redevenais la petite fille qui avait peur de briser les règles. François serra doucement sa main avant d'éteindre le moteur. « Rappelle-toi, nous sommes des adultes. Nous venons célébrer l'anniversaire de ta grand-mère, pas demander la permission d'exister. » Hélène sourit, reconnaissante une fois de plus pour la clarté avec laquelle François parvenait à voir à travers les complexités qui souvent la troublaient. Alors qu'il s'apprêtait à sortir de la voiture, son téléphone vibra. C'était un message de Julie. « Courage, rappelle-toi tout ce dont nous avons parlé. Tu n'es plus seulement une Beaumont, tu es aussi une Moreau et une femme extraordinaire par ton propre mérite. » Le soutien inattendu de sa nouvelle amie amena un sourire aux lèvres d'Hélène. Ces 2 dernières semaines, elle s'était encore rapprochée, Julie offrant des conseils pratiques sur la façon de gérer la pression familiale sans sacrifier sa propre identité. C'était une perspective précieuse, venant de quelqu'un qui avait pris la voie la plus radicale de la rupture complète. Avant qu'ils ne puissent atteindre la porte principale, ils furent interceptés par Thérèse, la mère d'Hélène, qui venait à la hâte par le jardin latéral. À 57 ans, elle conservait l'élégance aristocratique qui caractérisait les femmes de la famille, avec des cheveux châtains impeccablement coiffés en un chignon discret et une robe bleu marine de coupe classique. « Hélène, ma chérie. »« François, que c'est bon que vous soyez arrivés » s'exclama-t-elle, embrassant sa fille sur les 2 joues avant d'offrir la même courtoisie à son gendre. « Ta grand-mère est impatiente de vous voir. » Hélène remarqua immédiatement la tension dans le sourire de sa mère, un signe qu'elle avait appris à reconnaître depuis l'enfance. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-elle tandis qu'ils se dirigeaient vers la maison. Thérèse hésita brièvement avant de répondre, baissant la voix. « Ta tante Béatrice a amené la fille de Richard. » L'information frappa Hélène comme un coup de poing dans l'estomac. Richard, son cousin au second degré, avait eu une brève relation il y a des années avec une femme d'origine modeste, résultant en une grossesse que la famille avait traitée comme un scandale à cacher. La relation s'était terminée avant même la naissance de l'enfant, et la famille Beaumont avait pratiquement effacé l'existence de la petite fille, maintenant âgée d'environ 7 ans. « Claire est ici ?» demanda Hélène sincèrement surprise. « Oui », confirma Thérèse avec un soupir résigné. « Apparemment, la mère de la petite est hospitalisée, une sorte de chirurgie. Béatrice, dans un rare moment de conscience familiale, s'est proposée pour garder l'enfant pendant quelques semaines. Elle fit une pause significative. Ta grand-mère n'est pas exactement enchantée de la situation. » François, qui suivait la conversation en silence, lança un regard interrogateur à Hélène, qui promit silencieusement de tout lui expliquer plus tard. Quand ils entrèrent dans la maison, ils furent immédiatement enveloppés par l'atmosphère caractéristiquement formelle des réunions familiales des Beaumont. Le grand salon principal avait été décoré avec des fleurs fraîches et d'anciennes photographies de la famille, dont plusieurs de Madame Élisabeth, elle-même à différentes étapes de sa vie. Un quatuor à cordes jouait discrètement dans un coin, créant une bande sonore élégante pour les conversations contenues qui coulaient entre la quarantaine d'invités déjà présents. Hélène aperçut sa grand-mère assise dans un fauteuil, à haut dossier près de la cheminée, recevant les compliments des membres de la famille avec la dignité royale qui l'avait toujours caractérisée. À 85 ans, Madame Élisabeth maintenait une posture impeccable, ses cheveux complètement blancs coiffés en une coiffure élaborée qui s'accordait parfaitement avec sa robe de soie vert foncé. « Grand-mère » appela doucement Hélène en s'approchant. « Joyeux anniversaire !» Les yeux de la matriarche, encore étonnamment vifs et perspicaces, s'illuminèrent en voyant sa petite fille. « Hélène, ma chérie !» s'exclama-t-elle, tendant ses mains ridées, mais toujours ornées des bagues de famille. « Et François, comme c'est bon que vous ayez pu venir !» Hélène se pencha pour embrasser le visage de sa grand-mère, sentant le parfum familier de lavande qu'elle lui avait toujours associé. François suivit son exemple, démontrant le respect formel qu'il savait être attendu. « Le temps a été généreux avec vous, Madame Élisabeth », commenta-t-il avec un sourire charmant. « Vous êtes plus élégante à chaque fois que nous nous rencontrons. » La matriarche rit, visiblement flattée par le compliment. «
« Je vois que ton mari reste aussi galant que toujours, Hélène, commenta-t-elle avant de baisser la voix. Et comment vont les choses? Y a-t-il déjà des nouvelles d'un arrière-petit-enfant en route? Hélène sentit le rouge lui monter aux joues, même si elle s'attendait à cette question. Pas encore, grand-mère, répondit-elle diplomatiquement. Nous nous adaptons d'abord à la vie de mariée. Madame. Élisabeth fit un petit son de désapprobation. À mon époque, il n'y avait pas toute cette attente. Je me suis mariée à 18 ans et ton père était déjà en route avant notre premier anniversaire de mariage. François, percevant l'inconfort d'Hélène, intervint doucement. Madame Élisabeth, Hélène fait un travail extraordinaire à l'université. Elle a récemment été invitée à être commissaire principale d'une exposition internationale qui viendra au Centre Pompidou l'année prochaine. C'est un honneur significatif pour quelqu'un d'aussi jeune. La diversion fonctionna, momentanément, la matriarche démontrant un intérêt poli, bien qu'Hélène puisse percevoir que le sujet des arrière-petits-enfants serait repris à la première occasion. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Hélène et François circulaient dans le salon, saluant des parents qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps et se présentant à certains qui n'avaient pas pu assister au mariage. Hélène remarqua comment François naviguait avec une aisance surprenante dans l'écosystème social complexe de la famille, conquérant des tantes conservatrices avec sa connaissance des vins fins et des cousins prétentieux avec des commentaires perspicaces sur le marché financier. Ce fut pendant l'une de ces interactions qu'Hélène aperçut, dans un coin plus éloigné du salon, une petite fille aux cheveux bruns bouclés, assise seule sur un canapé, feuilletant distraitement un livre illustré. Claire. Même sans avoir jamais rencontré l'enfant personnellement, Hélène la reconnut immédiatement par la ressemblance frappante avec son cousin Richard. S'excusant discrètement de la conversation dans laquelle elle était engagée, Hélène se dirigea vers le canapé et s'assit à côté de la fillette. « Bonjour », salua-t-elle gentiment, « tu dois être Claire. Je suis Hélène, ta cousine. » La fillette leva les yeux de son livre, étudiant Hélène avec une intensité surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. « Je sais qui tu es », répondit-elle avec un sérieux presque comique. « Tante Béatrice m'a montré ta photo. Tu t'es mariée avec un homme riche qui n'est pas de la famille. » Hélène ne put contenir un rire face à la franchise enfantine. « Eh bien, c'est partiellement vrai. Mon mari s'appelle François, et il n'est pas de la famille, mais il y a beaucoup plus en lui que le simple fait d'être riche. » Claire sembla considérer cette information avec sérieux. « Tante Béatrice a dit que personne ne voulait que je vienne, mais maman est malade et il n'y avait personne d'autre pour s'occuper. » « De moi, confessa-t-elle à voix basse, revenant au livre sur ses genoux. La dame aux cheveux blancs ne m'aime pas. Elle ne me regarde même pas vraiment. » Le cœur d'Hélène se serra devant la conscience que l'enfant démontrait déjà de sa position marginale dans la famille. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle sentit une présence à ses côtés et elle leva les yeux pour trouver François qui les observait avec intérêt. « François, voici Claire, » présenta Hélène. « Claire, c'est mon mari, François. » Au lieu d'offrir un salut formel, François s'assit de l'autre côté de la fillette et se pencha pour jeter un coup d'œil au livre sur ses genoux. « La petite sirène », commenta-t-il, reconnaissant l'histoire. « C'était l'un de mes préférés quand j'avais à peu près ton âge. » Claire le regarda avec un intérêt renouvelé. « Tu aimes les histoires sur la mer ?»« J'adore », confirma François avec un sourire complice, particulièrement celles avec des créatures magiques et des mondes secrets sous les vagues. Ce qui suivit fut une conversation animée sur les livres pour enfants, François démontrant une connaissance surprenante du sujet. Hélène observait émerveillée comment il parvenait en quelques minutes à conquérir complètement la confiance de la fillette que toute la famille traitait comme une intruse. Quand Béatrice vint finalement chercher Claire pour le dîner, qui serait bientôt servi, la fillette semblait réticente à les quitter, surtout après que François eut promis de lui prêter quelques livres de sa propre collection d'enfance qu'il conservait encore. « Je ne savais pas que tu étais si bon avec les enfants », commenta Hélène quand ils furent seuls. François haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. « Il y a beaucoup de choses sur moi que tu vas encore découvrir, Madame Moreau. » La réponse, apparemment légère, portait un poids qu'Hélène ne parvint pas à déchiffrer complètement à ce moment-là. Avant qu'elle ne puisse questionner davantage, ils furent appelés pour le dîner formel qui serait servi dans la grande salle à manger.
La longue table en acajou, héritage, familial remontant à la période impériale, était impeccablement dressée avec la meilleure porcelaine, des cristaux et des couverts en argent. Les places avaient été soigneusement désignées suivant la hiérarchie familiale, avec Madame Élisabeth en bout de table, naturellement. Hélène et François furent placés près de la matriarche, un honneur qui ne passa pas inaperçu auprès des autres membres de la famille. Le dîner se déroulait avec la formalité typique des Beaumont, des conversations polies entrecoupées de longs silences et d'occasionnelles références voilées à des questions familiales, jamais complètement discutées ouvertement. Hélène remarqua que Claire avait été placée à une table plus petite, séparée, avec quelques autres enfants de la famille, tous clairement plus jeunes qu'elle. Ce fut pendant le dessert que survint le premier moment véritablement tendu de la soirée. Oncle Albert, le frère cadet de Thérèse, connu pour son conservatisme et pour souvent parler plus qu'il ne le devrait après quelques verres de vin, s'adressa à François d'une voix assez forte pour être entendu par une bonne partie de « à la table ». Alors François, Hélène nous a dit que vous avez finalement repris contact avec votre père, commenta-t-il, une lueur malicieuse dans les yeux. Ça doit être intéressant de découvrir vos véritables origines après tant de temps. Un silence gêné tomba sur la table. Hélène sentit son corps se raidir, la colère montant comme une vague. L'information concernant le père de François était quelque chose qu'elle n'avait partagée qu'avec sa mère, dans une conversation qu'elle croyait privée. Avant qu'elle ne puisse intervenir, cependant, François répondit avec un calme surprenant. « En fait, Albert, mes origines n'ont jamais été un mystère pour moi, dit-il, sa voix tranquille mais ferme. J'ai été élevé par une femme extraordinaire qui m'a appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans son nom de famille ou dans qui sont ses parents, mais dans les choix qu'elle fait chaque jour. » Il fit une pause, prenant une gorgée de vin avant de continuer. « Quant à mon père biologique, oui, il a récemment pris contact. Je vais le rencontrer la semaine prochaine, accompagné de ma mère. Ce sera intéressant d'entendre ce qu'il a à dire après 25 ans. » La réponse, délivrée sans hostilité mais avec une dignité indéniable, sembla désarmer complètement l'oncle Albert, qui marmonna quelque chose d'inaudible avant de reporter son attention sur le dessert. Hélène ressentit une immense fierté envers François à ce moment-là. En quelques secondes, il avait non seulement neutralisé une tentative d'humiliation, mais aussi réaffirmé ses valeurs d'une manière que même la famille aristocratique Beaumont ne pouvait qu'admirer. Le reste du dîner se déroula sans autre incident significatif, et bientôt les invités retournèrent au salon principal pour le café et les liqueurs. C'est alors qu'Hélène remarqua l'absence de Claire. Inquiète, elle s'excusa et partit à la recherche de la fillette. Elle la trouva finalement dans la bibliothèque, assise seule dans un fauteuil trop grand pour sa taille, regardant fixement un portrait de famille sur le mur opposé, une peinture à l'huile montrant 3 générations de Beaumont, incluant Richard, son père biologique. « Tout va bien, Claire ?» demanda doucement Hélène en s'approchant. La fillette ne détourna pas les yeux du portrait. « C'est mon père. »« N'est-ce pas ?» demanda-t-elle, pointant la figure de Richard dans la peinture. « Tante Béatrice dit qu'il voyage, mais je l'ai entendu dire au téléphone qu'il ne veut pas me voir. » Hélène eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. La cruauté désinvolte avec laquelle la famille traitait Claire, lui, sembla soudain insupportable. Elle s'assit à côté de la fillette, considérant soigneusement ses prochaines paroles. « Parfois, les adultes commettent des erreurs, Claire, commença-t-elle avec honnêteté. Et parfois, ces erreurs blessent des personnes qui ne méritent pas d'être blessées. »« Comme moi ?» demanda la fillette, sa voix petite mais étonnamment ferme. « Comme toi, » confirma Hélène, « mais je veux que tu saches une chose très importante. Rien de tout cela n'est ta faute. Et tous les adultes de la famille ne pensent pas de la même façon. » Avant qu'elles ne puissent continuer la conversation, elles furent interrompues par l'arrivée de François qui semblait les avoir cherchées. « Ah, vous voilà, dit-il en s'approchant. Madame Élisabeth s'apprête à couper le gâteau, et je pense que vous voudrez être présente. » Claire hésita, regardant à nouveau le portrait. « Elle ne voudra pas que je sois là, murmura-t-elle. Elle ne me regarde même pas. » François s'agenouilla devant le fauteuil, se mettant à hauteur des yeux de la fillette. « Tu sais, Claire, quand j'avais à peu près ton âge, je me sentais aussi comme si je n'appartenais pas à certains endroits. Ma mère travaillait comme infirmière dans la maison d'une famille riche,
et parfois je devais l'accompagner. Les autres garçons, les fils des propriétaires, me faisaient toujours sentir que je ne devrais pas être là. « Et que faisais-tu » demanda Claire, sincèrement intéressée. « Ma mère m'a appris que personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. » Alors, j'entrai la tête haute, comme si cet endroit était autant le mien que le leur. Il tendit la main à la fillette. « Que dirais-tu d'entrer ensemble, toi, Hélène et moi, la tête haute ?» Après un moment d'hésitation, Claire accepta la main offerte, permettant à François de la conduire de retour au salon, avec Hélène suivant juste derrière, son cœur débordant d'émotion devant la sensibilité et la sagesse avec lesquelles son mari avait géré la situation. Quand ils entrèrent dans le salon, la scène qu'ils trouvèrent surprit tout le monde. Madame Élisabeth, au lieu d'occuper sa place habituelle au centre de l'attention, s'était discrètement écartée et se trouvait maintenant dans un coin plus tranquille, observant l'activité avec une expression contemplative. Remarquant leur présence, la matriarche fit un geste subtil, les appelant près d'elle. Quand ils s'approchèrent, Hélène s'aperçut que sa grand-mère regardait directement Claire, la voyant réellement peut-être pour la première fois. « Tu es la fille de Richard, » dit-elle, non pas comme une question, mais comme une constatation. Claire acquiesça silencieusement, sa petite main tenant toujours fermement celle de François. « Viens ici, enfant », demanda Madame Élisabeth, indiquant l'espace à côté d'elle. Avec un regard rapide vers Hélène, comme pour chercher sa permission, Claire s'approcha prudemment de la matriarche. Madame Élisabeth étudia son visage pendant un long moment avant de parler à nouveau. « Tu as les yeux de ma mère, dit-elle finalement. La même teinte de brun, la même forme. C'est surprenant. » Hélène observait la scène, osant à peine respirer. De toutes ces années, elle n'avait jamais vu sa grand-mère montrer une quelconque reconnaissance de l'existence de Claire, encore moins remarquer des ressemblances familiales. « Quel âge as-tu, petite ?» demanda Madame Élisabeth. « 7 ans, répondit Claire, sa voix petite mais ferme. J'en aurai 8 en décembre. » Décembre? La matriarche parut momentanément surprise. « Le 12 ?» Claire acquiesça, visiblement intriguée par la question. Un sourire énigmatique se forma sur les lèvres de Madame Élisabeth. « Ma mère aussi avait son anniversaire le 12 décembre, révéla-t-elle, sa voix s'adoucissant d'une manière qu'Hélène avait rarement observée. C'était une femme remarquable, forte, déterminée, en avance sur son temps à bien des égards. Ce qui suivit fut complètement inattendu. Madame Élisabeth retira de son doigt une bague ancienne, un saphir entouré de petits diamants. Cette bague appartenait à ma mère, et avant elle, à sa mère, expliqua-t-elle, faisant tourner le bijou entre ses doigts. Selon la tradition familiale, elle devrait passer à la première fille de la génération suivante quand elle atteindrait ses 21 ans. Elle fit une pause significative, regardant d'abord Hélène, puis revenant à Claire. Mais peut-être est-il temps que nous commencions quelques nouvelles traditions dans cette famille. D'un mouvement délibéré, Madame Élisabeth plaça la bague dans la paume de la main de Claire, refermant les petits doigts de la fillette dessus. « Elle est trop grande pour que tu la portes maintenant, bien sûr. Ta cousine Hélène peut la garder jusqu'à ce que tu grandisses, mais je veux que tu saches qu'elle est à toi. Un rappel que, quoi qu'on dise, tu es une Beaumont. » Hélène sentit les larmes se former dans ses yeux devant ce geste inattendu, qui représentait non seulement la reconnaissance de Claire comme faisant partie de la famille, mais aussi une rupture significative avec le code de conduite rigide qui avait gouverné les Beaumont depuis des générations. Plus tard cette nuit-là, quand ils se retirèrent finalement dans la chambre d'hôte qui leur avait été assignée, Hélène et François réfléchirent aux événements surprenants de la journée. « Je n'aurais jamais imaginé voir ma grand-mère faire quelque chose comme ça », confessa Hélène, assise au bord du lit en brossant ses cheveux. C'est comme si, à 85 ans, elle remettait enfin en question des valeurs qu'elle a suivies toute sa vie. François, qui venait de terminer un appel avec sa mère pour confirmer les détails de la rencontre avec son père la semaine suivante, s'assit à côté d'elle. « C'est peut-être ce qui arrive quand on atteint un certain âge, suggéra-t-il. On commence à se demander si les règles qu'on a suivies pendant si longtemps ont vraiment un sens en fin de compte. » Hélène acquiesça pensive. « Tu sais ce qui est le plus surprenant? La bague qu'elle a donnée à Claire, pendant des années, tout le monde supposait qu'elle serait un jour à moi. C'était pratiquement un fait établi dans la famille.
Et pourtant, je ne ressens aucun ressentiment. En fait, je suis fier d'elle. François sourit, l'enveloppant dans une étreinte latérale. Ta grand-mère est une femme remarquable. Je comprends mieux maintenant d'où vient ta force. Hélène se pencha contre lui, absorbant sa chaleur et son soutien. Et toi, tu es nerveux à propos de la rencontre avec ton père? François soupira profondément. Nerveux, anxieux, en colère, curieux. C'est une tempête d'émotions. Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. Mais savoir que tu seras là à mes côtés rend tout plus supportable. Toujours, promit Hélène, scellant l'engagement par un doux baiser. Tandis qu'il se préparait à dormir, Hélène réfléchit au voyage extraordinaire qu'ils avaient parcouru ensemble ces derniers mois. Ce qui avait commencé comme une révélation nerveuse lors de leur nuit de noces s'était transformé en une exploration profonde non seulement de leur intimité physique, mais aussi des couches complexes de leurs histoires personnelles et familiales. François, comme s'il lisait dans ses pensées, l'attira plus près tandis qu'il s'installait sous les draps. « Je n'aurais jamais imaginé que le mariage puisse être ainsi », confessa-t-il à voix basse. Pas seulement le plaisir et la compagnie, mais ce partenariat, cette sensation que nous construisons vraiment quelque chose de significatif ensemble. Hélène sourit dans la pénombre, son cœur débordant d'un amour qui grandissait et se transformait chaque jour, devenant quelque chose de beaucoup plus profond et résistant que n'importe quel conte de fées romantique ne pourrait capturer. « C'est drôle », murmura-t-elle, déjà à moitié endormie. « J'ai passé tant de temps à m'inquiéter de mon inexpérience, craignant de ne pas être assez pour toi. Et maintenant je réalise que nous apprenons tous les deux ensemble le véritable sens de l'intimité. Ce n'est pas seulement le physique, mais cette vulnérabilité, cette volonté de nous montrer nos blessures les plus profondes, l'un à l'autre. » François embrassa doucement son front. « Et il n'y a personne d'autre avec qui je préférerais apprendre. Plus vous commentez et partagez,